Les droits LGBT, qu'est-ce qu'il reste encore à faire alors maintenant, avec tout ce que j'ai présenté? Je vous en ai déjà pas mal parlé. Au niveau des droits de la famille, il faut une filiation directe en cas de naissance au sein d'un couple, pour ne plus devoir passer par l'adoption intrafamiliale. Au niveau de l'adoption internationale, il faut travailler avec des pays qui acceptent de fournir leurs enfants à des couples de même sexe. Il faut légiférer en matière de GPA. Et alors, j'en viens à mon parent social, dont j'ai évoqué le terme tout à l'heure. Vu le nombre croissant de familles recomposées, puisque maintenant, en fait, la norme devient d'être issu d'une famille divorcée, c'est de plus la norme maintenant, il faudrait une législation qui donne des droits et des devoirs à un ou plusieurs parents sociaux, puisque les enfants n'ont plus uniquement 2 parents, mais souvent plus. Dans le cadre de la coparentalité, par exemple, ils en ont au moins 3, si pas 4. Dans le cas de divorce, remariage, etc., là de nouveau, il y a plusieurs parents qui gravitent autour de l'enfant. Ils devraient pouvoir être reconnus juridiquement, pouvoir signer le bulletin, prendre des décisions médicales, etc., mais aussi avoir éventuellement un droit de visite en cas de reséparation des parents, pouvoir garder un lien légal avec cet enfant. Plusieurs propositions de loi ont été déposées en 2003, en 2005, en 2007, mais pour l'instant, il n'y en a encore aucune qui a abouti. Alors, comme on remarque qu'au niveau des droits de la famille, il y a quand même pas mal de choses qui coincent encore aujourd'hui. La Pride a décidé que le slogan de la Pride 2013 serait « Rainbow Families », puisqu'on sera juste 10 ans après la loi sur le mariage, et on veut vraiment marquer le coup pour montrer, au niveau des droits de la famille, il faut vraiment bouger. La catégorie « hommes ayant de relations sexuelles avec des hommes » est assimilée dans le milieu médical à « homosexuels ». Et du coup, les homosexuels ne peuvent pas donner leur sang, notamment. C'est mon point suivant, don de sang. Il y avait un lien. Il y avait un lien. En même temps, c'est déjà un faux problème au départ, parce que le sida, il se transmet aussi dans les relations hétérosexuelles. Et donc... Eh bien là, on va voir l'avis des médecins. D'accord ? Pour moi, c'était déjà un faux débat de dire... Les médecins ne sont pas d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais pas les médecins. Oui. Un homosexuel est assimilé à la catégorie HSH, homme ayant des relations sexuelles avec des hommes. Et rien d'autre n'y entre, c'est ça que tu veux dire. Pardon ? Et rien d'autre n'y entre. Et rien d'autre n'y entre. Pour les médecins, les HSH, ce sont des homosexuels. Voilà, c'est tout. Et donc, population à risque. Et donc, ne peut pas donner son sang. Mais c'est pas simplement pour diminuer les risques. Attends, on va en parler. Attends, on va parler. Il ne peut pas donner son sang. Mais non, si, là, il peut, s'il n'est pas homo, mais s'il se déclare, vraiment, il ne peut pas. Mais non. C'est ça. J'ai pas écouté, quoi ? Nous, on ne comprend pas, vous vous écoutez pas. Non, mais je dis, donc, l'homo, lui, ne pourra pas donner son sang. Oui. Hein, mais un homme qui a des relations sexuelles avec un autre homme et qui, lui, se qualifie comme hétéro, lui, va pouvoir donner son sang. Non, parce qu'en fait, sur le questionnaire, c'est un peu plus... Sur le questionnaire de la Croix-Rouge, quand on veut donner son sang, il y a une petite case qui est écrite « Si vous êtes un homme, avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un autre homme ?» Le problème, c'est que le mec hétéro qui considère que c'est pas parce qu'une fois tous les lustres, non, alors il dit non. Et tous les hommes et les femmes qui ont des pratiques sexuelles à risque, alors on en fait quoi ? Mais exactement. Complètement. C'était la suite de mon développement. Je vais peut-être continuer le développement de mon idée, d'accord ? Parce qu'on vient à tout ce que vous êtes en train de dire. L'interdiction pour les homosexuels de donner leur sang, c'est historique, ça date des années 80, les années sida. On ne savait pas d'où venait cette maladie, ça commençait à tuer plein de gens, mais on s'est rendu compte qu'il y avait certaines populations qui l'attrapaient plus que d'autres. C'est les périodes des 4 H, les hémophiles, les haïtiens, les héroïnomanes et les homosexuels. Le problème, c'est que c'est vraiment resté encore aujourd'hui. On ne fait toujours pas la distinction entre personnes à pratiques sexuelles à risque et orientation sexuelle, ce qui sont 2 choses tout à fait différentes. On estime, le cercle médical estime que les homosexuels sont des populations à risque parce qu'ils baisent à tout va sans se protéger et du coup c'est méga dangereux, on ne sait jamais. Le problème c'est que
On est toujours sûr de sa sexualité à soi. J'ai l'impression que c'est l'inverse. On l'est jamais de son partenaire. Mais ça vaut aussi pour les hétéros, on est sûr de sa sexualité à soi, on l'est jamais de son partenaire. Mais si on a un hétéro qui va voir partout à gauche, à droite, sans se protéger, et tchic et tchac machin, il peut donner son sang. Sur le questionnaire de la Croix-Rouge, il est mis, est-ce que vous avez quelque chose comme, avez-vous le même, vous n'avez pas changé de partenaire sexuel depuis 4 mois, un truc comme ça. Oui, voilà, depuis 4 mois. Pourquoi est-ce que la question est valide? Pardon? Oui, non, vas-y. Si, en plus. En plus. Ça, je comprends. Mais en soi... En soi, c'est juste oui ou non, quoi. C'est pas est-ce que je suis homo ou pas homo, c'est est-ce que j'ai une relation avec un autre homme. J'ai pas Voilà. besoin de me définir en tant Le problème, c'est que le questionnaire... Voilà. Mais le questionnaire médical oblige à répondre à cette question et donc refuse systématiquement les personnes homosexuelles. Tandis que ce laps de temps de 3 mois avec ou le même partenaire ou pas, tout le monde peut répondre à cette question, qu'on soit homo ou hétéro. Mais ça ne fonctionne pas dans la pratique. Pour en revenir un petit peu aux médecins, il y a un document qui est distribué à tous les médecins généralistes et qui s'appelle « Recommandations bonnes pratiques ». Ce document recommande de pratiquer des tests HIV et MST sur toutes les personnes jugées à risque, telles que les homos, mais pas les hétéros. Dans le même cadre, il y a une campagne de sensibilisation de l'INAMI qui est écrit, je vous jure, noir sur blanc, « Un dépistage MST chez les patients ordinaires n'est pas recommandé. Le patient ordinaire, c'est le patient hétéro. » Alors que celui-ci, comme je vous disais, a peut-être une vie sexuelle très active, sans protection, sans rien du tout, mais le monde médical considère que l'homme hétéro n'est pas jugé à risque et que l'homme homo est vraiment faire comme avec un grand le risque. dépistage du cancer, dépister après 40 ans, vous dépistez. C'est ça, quoi. Obligatoire peut-être. Nous, avec Arc-en-Ciel, ça fait 3 ans qu'on se bat là-dessus. Qu'on a des réunions avec le cabinet d'Onkelings, qu'on essaye de faire bouger les choses. Mais franchement, c'est comme si on parlait à des sourds, quoi. Ça ne fonctionne pas. C'est très dur de faire passer un message. On ne perd pas espoir quand même. Il y a un plan national de lutte contre le sida qui verra le jour en juin 2013. On espère quand même que de toutes les recommandations qu'on leur a fournies, de tous les longs textes qu'on leur a fournis, qu'il en ressortira quelque chose dans ce plan. Mais ça, on en saura plus en 2013. Et alors, un petit mot sur le dépistage. Il faut promouvoir les dépistages réguliers en dehors des milieux médicaux pour toucher une autre population. Je prends par exemple la population des gens qui fréquentent les parkings pour des relations sexuelles furtives. D'après certaines sources, je ne les ai pas vérifiées, mais d'après certaines sources, il y aurait près de 60% de ce public qui se considérerait comme hétéro. Donc là, il y a quand même quelque chose à faire aussi, point de vue dépistage et information sur le sida et les transmissions. Par rapport à ce Oui. don de sang, Oui. dans d'autres pays, c'est pareil ou il y en a d'autres qui n'utilisent pas cette discrimination? Au Royaume-Uni, une personne homosexuelle a le droit de donner son sang si elle n'a pas eu de relation sexuelle pendant les 12 mois qui précèdent le don de sang. Voilà, il faut être abstinent, quoi. Voilà. C'est super, hein, ça, comme loi. Sinon, il n'y a pas de choses meilleures que ça. Voilà. Alors, je vais vous dire un petit mot sur les personnes transgenres. La thématique pourrait à elle seule prendre aussi une journée d'information et je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous expliquer tout ça, mais je voulais vous dire que du côté des droits des personnes transgenres, il y a encore vraiment du boulot. Par exemple, on considère que les interventions médicales sur les personnes transgenres devraient être considérées comme des interventions de reconstruction dans le processus de transition et pas comme la chirurgie esthétique, comme c'est le cas pour l'instant. Si ça fait partie d'un processus de reconstruction, ça veut dire que ça peut être pris en charge par la sécurité sociale, donc remboursé, et donc ça permettrait de réduire fortement le coût faramineux d'une chirurgie pour les personnes transgenres. Je vais aussi vous parler de la question des intersexes. Vous savez ce que c'est que des intersexes? Personnes intersexes? Les personnes qui sont hermaphrodites. Mm-hmm.
Oui. Il s'agit d'une personne qui naît avec la totalité ou la partie des deux sexes génitaux, des parties génitales, pardon, des deux parties génitales. À l'heure actuelle, en fait, ce qui se passe dans les cliniques, c'est que le chirurgien conseille fortement aux parents de rapidement remédier à cela. Hein? On va garder celui qui est le plus grand, le plus formé, et l'autre, on ferme le trou ou on coupe le zizi, on voit ce qu'on fait, mais il faut absolument quand même qu'on catégorise et qu'on puisse dire soit un garçon, soit une fille. Donc oui, quand je parle de conséquences, d'abord c'est une chirurgie lourde, hein, quand même. Un bébé qui vient naître, on va commencer à faire ce genre de chirurgie sur son petit corps, c'est quand même un peu lourd. Il y a une mutilation des organes génitaux qui chez nous est normalement complètement interdite. Il y a des dégâts esthétiques pour l'enfant qui va grandir. Si l'enfant est déjà un peu plus grand quand on décide de pratiquer la chirurgie, il y a une humiliation ressentie par l'enfant. Et alors, comme tu disais, sans doute le cas le plus grave, c'est effectivement l'enfant, quand il va grandir, il va se sentir bien dans un genre ou dans l'autre. Si on a privilégié le mauvais genre, bonjour les dégâts, quoi. Oui. Oui. Je voulais juste savoir s'il y avait un petit dérèglement hormonal ou pas. Oh, alors ça, c'était vraiment une bonne question. C'est un dérèglement hormonal. Je suppose que le corps fera son propre règlement hormonal. Oui. Qui est la plus développée. Oui. Mais pas forcément visuellement, par contre. Oui, oui, tout à fait. Oui. Mm-hmm. Oui. Tout à fait. Mm-hmm. Oui. C'est une horreur, ça. C'est vraiment une catastrophe. Est-ce qu'on peut attendre ou pas? Ben, tu dis non au chirurgien. Il faut bien lui donner un état civil à cet enfant-là. Oui, là, il faut choisir un état civil. Là, on n'a pas la possibilité maintenant en Belgique de ne pas remplir cette case-là. Mais quelque part, on doit choisir officieusement masculin, féminin, ce qui pourra peut-être évoluer avec le temps, mais ça, je ne sais pas du tout comment faire en sorte, puisqu'il n'y a pas forcément de réassignation sexuelle plus tard, mais en tout cas, oui, il faut choisir ça à la naissance. Mais quelque part, c'est un moindre mal d'avoir un papier officiel où il est mis M plutôt que F, plutôt que toute cette chirurgie qui risque de mal se passer par la suite, quoi. Psychologiquement, si à l'état civil on a mis M et qu'en fait on se rend compte que c'est plutôt F au fur et à mesure du temps, Oui. et qu'elle s'affirme en tant que femme et qu'on l'a pris pour un garçon. Parce qu'on va l'appeler mademoiselle pendant X moments, je veux dire, même dans la vie de tous les jours. Ah, voilà, allez, les filles d'à côté, on va à la gym, tu vas à la piscine, tu mets un maillot grand. Ouais. Enfin, je sais. Ça ne règle pas toutes les questions, le fait de ne pas recourir à la chirurgie. Hein. Ça ne règle pas toutes les questions. C'est sûr qu'il en reste. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui doit se vivre au sein de la famille, quelque chose qui doit être débattu. Ce que je dis juste aussi, c'est que les parents méga paniqués à la naissance remettent tout pouvoir au chirurgien qui leur dit « il faut faire quelque chose ». Tout de suite, choisir. Choisissez l'un ou l'autre, ou alors on mesure et on prend le plus proéminent. Et ce que je dis juste, c'est que ça, en tant que parent, il ne faut pas trop se laisser faire et se laisser le temps de la réflexion avant de poser un choix. Mais il y a eu un reportage il n'y a pas très longtemps sur les personnes hermaphrodites, et c'était, même en n'ayant pas eu les transformations au départ de leur vie, sont des gens qui sont d'une tristesse et ils sont malheureux parce qu'ils n'ont aucune identité en fait. Mm-hmm. Et même quand on le fait après, c'est vrai que c'est quelque chose de tellement terrible. De toute façon, ce sera quelque chose qui ne sera pas facile à vivre. Dans un cas comme dans un autre, ce sera quelque chose qui ne sera pas facile. De toute façon. Mais ça, c'est toutes les revendications faites des jeunes, parce que, comme on dit, les enfants sont tristes, etc., parce qu'elles doivent absolument rentrer dans un soit fille, soit garçon. Et si on ne se reconnaît pas dans un de ces deux boules, ou si on ne correspond pas à un de ces deux boules, et bien, forcément, on subit des discriminations, on subit tout ça, mais bon, ça, c'est tout. Ouais, est-ce que le genre est important ou pas? Il faut que je clôture.
Je me dépêche. Je suis à la fin d'ailleurs. Encore 2 petits mots, oui, je peux. Donc, par exemple, pour l'instant, les personnes transgenres qui décident de changer de sexe ont l'obligation de se faire stériliser. Nous, on revendique le droit pour ces personnes de ne pas l'être. Je vais faire en cours. Hein. Et alors aussi, une revendication, c'est de faciliter les démarches administratives quand il y a tout ce processus de changement de sexe. Quand on va à la commune, il faut changer le prénom, l'état civil, etc., la civilité, etc. Que ce soit un peu facilité, que les agents communaux soient un minimum formés aussi sur la question, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font ce type de demande. Pardon. Et donc faciliter un petit peu tout ce processus. Ma dernière dia, la lutte contre l'homophobie, c'est vraiment le plus gros chantier qui reste devant nous à plusieurs niveaux, comme je l'ai dit, politique, judiciaire, recherche médicale, etc. Et alors, comme je disais, le point positif, c'est qu'on en parle au niveau du plan national dans lequel on travaille pour l'instant et qu'on verra bien ce qu'il en ressort. On espère en tout cas que ce sera bien étudié, bien mis au point. Je vous remercie pour votre attention et voilà nos coordonnées pour nous contacter.